Salut à tous, c'est Bismart. Donc on est reparti avec une icône de l'entrepreneuriat. Voilà, je suis très fier de recevoir Frédéric Mazzella. Bonjour. Qui va démarrer l'émission avec nous et qui, comme toute icône de l'entrepreneuriat qui se respecte, comme toute icône qui se respecte, fait sa masterclass. Il y a un truc autour des masterclass en ce moment, Frédéric, donc on va parler de tout ça. Et on va parler d'ailleurs de cette boîte qui se monte aujourd'hui à faire des masterclass et qui a, j'ai vu, fait celle de Benzema aussi quand même. Donc, aussi, oui. Oui, bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis ensuite, alors, c'est un autre entrepreneur. Je ne sais pas si tu connais Jean-Baptiste Hironde, tu connais Music World Media j'ai entendu. Frédéric. Oui, bien sûr, oui. C'est une histoire de dingue, mais effectivement un peu underground, parce que qui s'intéresse au monde de la musique. Les gars ont quand même été, il y a quelques années, le premier téléchargement au monde sur l'App Store en ce qui concerne les applis musicales. C'est une histoire formidable. L'année dernière, il a levé 50 millions d'euros. Là, il se développe dans d'autres secteurs, donc il viendra nous raconter tout ça. Ensuite, toujours nos histoires d'entrepreneurs. Et puis, on parlera aussi de la folle semaine sur le Bitcoin, le piège qui se referme autour du Bitcoin. C'est parti, c'est Bismart. Donc Frédéric Mazzella est avec nous. Salut Frédéric. Masterclass entrepreneur. Par quel bout est-ce que je vais le prendre? D'abord, juste un truc parce que tu es évidemment entrepreneur. Mais il y a un phénomène autour des masterclass. Et ça correspond à quel besoin? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que toi, à un moment, tu éprouves le besoin de faire cette masterclass dans ces conditions-là? J'espère gagner du temps, en fait, parce que je reçois beaucoup de demandes de gens qui me demandent de partager mon expérience, des conseils, ce que j'ai appris, les erreurs que j'ai faites. Et donc, le format vidéo, ça permet de le faire une fois et de le faire bien, ouais. Et potentiellement pour beaucoup de gens. Et donc, j'espère peut-être un peu naïvement que ça va aussi diminuer la quantité de demandes que je reçois par une. Je pourrais dire, écoute, je l'ai déjà dit, ouais. Voilà, parce qu'en fait, mine de rien, évidemment, quand on partage son expérience comme ça, évidemment, on se répète, on finit par dire, on va pas réinventer une histoire à chaque fois, l'histoire, elle est comme elle est, donc ça permet quand même de partager une bonne fois pour toutes avec tous ceux qui ont des questions. Mais ça veut dire que tu avais déjà fait le boulot, parce que il y a quand même un boulot de faire. Enseigner, en fait, c'est une banalité ce que je veux dire, mais enseigner, c'est en apprendre énormément sur soi-même. Ouais. Et quand tu es obligé, en fait, d'expliquer ce que tu as fait, tu es obligé d'objectiver l'ensemble, ouais. Des points qui parfois n'étaient là que par pur hasard. Oui, mais alors ça a toujours été ma manière de progresser, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations ambiantes, et de temps en temps, j'ai besoin de faire des synthèses pour mieux comprendre moi-même, ouais, et pour me vider la tête. C'est un peu, je vide toute la complexité des choses que j'ai pu vivre quand j'arrive à faire une synthèse. Et ça, je l'ai toujours fait au fur et à mesure des années. De temps en temps, remettre les choses dans des concepts et la synthèse pour libérer de l'espace pour la suite. Et donc, je l'ai toujours un peu fait. Même, j'ai fait beaucoup de séances avec beaucoup d'entrepreneurs. Je faisais avant, une fois tous les 2-3 mois, une séance pendant 1 heure ou 2 avec une quinzaine d'entrepreneurs. Je les prenais tous en même temps. Je leur envoyais des questions types avant, en leur disant, regardez toutes ces questions-là qu'on m'a déjà posées, auxquelles j'ai déjà répondu. Donc, j'envoyais un document en disant, voilà, toutes les questions qu'on m'a déjà posées, il y en a 84, j'ai déjà répondu comme ça. Et par contre, on va se voir. Trouvez-en d'autres, c'est ça que tu voulais dire. Oui, je leur dis, mais celle-là, j'ai déjà répondu. Donc, j'ai dit, vous venez et vous préparez 1 ou 2 questions qui ne sont pas dans la liste. Et on va passer 1 heure ou 2 ensemble avec une quinzaine d'entrepreneurs. Donc ça, je l'ai fait plein de fois. Et en fait, ça marchait bien. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, avec les 84 premières questions, enfin je dis 84, je ne sais plus combien il y en avait, mais déjà avaient les 3/4 des réponses à leurs questions. Et donc du coup, je me rendais compte que ça permettait de répondre de manière extrêmement efficace. Mais tu as industrialisé le process, en fait. Là, maintenant, c'est en vidéo. Donc, voilà. Du coup, mais c'est le après, côté scientifique, physicien, centralien. C'est ça, centralien. Hein, j'ai fait Normal Sup. Normal Sup, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais oui, il y a ce côté-là, mais c'est pareil. Quand, au fur et à mesure de la croissance de Blablacar, j'avais théorisé tout le mécanisme de la création de confiance dans une communauté de millions ou de dizaines de millions de personnes, avec le modèle Dreams, qui était un modèle de création de confiance, justement, sur des grandes communautés comme ça. J'ai théorisé plusieurs choses comme ça sur la route, parce que j'en ai besoin, en fait. Ouais. Ça m'aide. Ça me fait franchir une étape. Très frappé le jour où tu avais sorti une... on ne parlait pas encore de valeurs, et puis c'était pas vraiment des valeurs, c'était des principes, ouais. Des principes en mode Dazibao. Ouais. Je suis resté sur mon bureau très longtemps avec Done is better than perfect. Ouais. Et alors celui-là, c'est pour pareil. Moi, c'est le plus important de tous. Ouais, il y a celui-là, il y a Share More, Learn More, justement aussi, qui pour nous est très important. Enfin, tout ce qui est autour de l'apprentissage. Mais même quand tu es en train de monter moi j'ai l'impression que quand tu es en train de monter la boîte,
ce qu'on est un peu en train de vivre nous ici, hein, d'ailleurs, c'est marrant. Done is better than perfect est vraiment un truc. Oui, alors ça marche clé, très très quoi. bien. Avec des gens qui sont perfectionnistes, mais qui, du coup, par ce principe-là, sont forcés de livrer. C'est ça. Parce que si on a une culture de l'à peu près et qu'on fait done is better than perfect, c'est dramatique. Il faut pas. Il faut pas du tout. Je comprends. Non, Ouais, il c'est faut ça. vouloir l'excellence. Par contre, il faut se forcer à livrer. Ouais, c'est excellent. C'est entre ça. les deux. Mais si tu as une culture de l'à peu près, alors à ce moment, ça devient. Ah non, là ça devient. Même pas ni fait ni à faire. Ah non, en fait. ça marche pas. Quoi. Ça marche pas. Faut faire très attention à ça. Et c'est pas une excuse pour livrer un truc mal fait. C'était juste l'histoire de l'esprit scientifique qui m'y fait penser. Tu es au courant, tu sais ce que. Donc, Idée Invest qui était dans les années. C'était quoi d'ailleurs la croissance de Blablacar? Parce que tout va tellement vite, année 2010. Oui, enfin, entre 2009 et 2015-16, c'était. Qui n'a raté aucune des boîtes de l'Internet industriel qui ont performé en France, a raté Blablacar. Ouais. Et tu sais pourquoi? Enfin, je sais pourquoi. Je suis allé les voir, moi. Au tout début, quand j'ai levé avec Isaïe, je suis allé au rendez-vous. C'était parce que tu sortais d'une grande école. Pas d'une grande école, c'est parce que je sortais de Normal Sup. Voilà. Et qu'on m'a dit, oui, on n'a jamais vu un normalien qui savait faire une boîte. Donc, du coup, voilà. Mais parce qu'il y a, parce que le Normal Sup, c'est plutôt pour de la recherche. Mais c'est peut-être cet héritage-là aussi que j'aime. Moi, j'aime bien la recherche et j'aime bien aller théoriser, synthétiser. Enfin, ça en fait partie. Mais c'est ça qui s'est profondément transformé, non, dans l'entrepreneuriat français sur ces dernières années, et notamment, tu es vice-président encore de France Digital. Oui. C'est-à-dire, ça y est, aujourd'hui, les gars qui sortent des grandes écoles font des boîtes et ils les font quand même avec une efficacité. Ah bah oui, ils arrivent à assembler les blocs pour que ça fonctionne et que ce soit très efficace. C'est ça. C'est sûr. Il y a une recherche de toute manière toujours de l'efficacité, de l'optimisation, quand on a fait des études effectivement à base de beaucoup de maths et de physique. Enfin, moi j'ai fait beaucoup de physique pour le coup. D'ailleurs, je considère qu'une entreprise, c'est un peu comme un objet physique. C'est pas compliqué, il faut compter tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Quand on a un objet physique, par exemple, qu'on va calculer les flux de chaleur, de liquide, de je ne sais quoi, qui rentre, qui sort, par exemple, par rapport à un corps en 3D, on fait de la physique, on calcule tous les flux entrants sortants, puis on calcule la température finale de l'objet, puis on calcule je ne sais quoi, combien il y a de telle ou telle particule dedans. En fait, une société, c'est la même chose. Il faut calculer tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Et ce qui rentre et ce qui sort, en général, c'est des euros, déjà, pour commencer. Après, il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Après, il y a des produits, il y a des, il y a des services. Et en fait, une société, c'est un peu un objet physique. Donc moi, je sais qu'avoir fait de la physique et de la théorie de la physique m'a beaucoup aidé à appréhender ce que c'est qu'une société. Ouais. Après, il y a des définitions aussi. Il y a beaucoup de définitions sur. Je peux te demander. Alors, c'est un business, masterclass, donc il n'est pas question de la faire ici, voilà, certainement pas. Et puis, de toute façon, ça dure 3 heures. C'est pas très long, d'ailleurs, 3 heures. Ouais, c'est un choix de format. C'est quoi? C'est 17 leçons, 15 minutes, c'est ça? Ouais, à peu près, c'est ça. Ouais. C'est 17 leçons. On a pris les sujets les plus communs, les plus demandés. Ça va du business model. À la limite, j'ai envie de demander le premier, le dernier. Si les entrepreneurs, là. La première leçon, en tout cas le premier point, et puis le tout dernier point. Est-ce que je peux te demander ça? Le truc, c'est qu'il faut tout faire. De toute manière, il n'y a pas un début. Pour y arriver, non, j'ai envie de dire tous les axes sont importants. C'est un peu comme un parcours du combattant de créer une société. Si on rate à un moment un obstacle, on tombe. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il faut les réussir tous. Tous. Ouais. Donc c'est ça qui est compliqué, donc il faut tous les regarder. Le produit, c'est très important. La culture d'entreprise, c'est très important. Savoir faire des recrutements, c'est très important. Savoir calculer le bon prix, c'est très important. Savoir faire parce que moi, j'ai connu Frédéric Mazzella. Attends, quand n'était pas encore Frédéric Mazzella, moi, je me souviens très bien de notre première interview. Toi, c'était ton produit. Toi, tu dis, c'est parce que on a la meilleure techno du monde que Blablacar va pulvériser tout le monde. Tu insistais là-dessus. Oui, alors c'est pas uniquement techno, c'est aussi ergonomie. C'est-à-dire, on a maintenant complètement compris ce que savaient faire notamment tous les grands produits américains, c'est faire quelque chose de facile à utiliser. Donc c'est l'ergonomie d'utilisation produit. Ça, c'est extrêmement important. On a compris maintenant que ces applis-là, elles gagnent parce qu'elles sont très simples à utiliser. Et donc du coup, il y a des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de gens qui peuvent s'engouffrer dedans, dans l'usage, parce qu'il n'y a pas d'obstacle à l'utilisation. C'est ce qu'on a fait avec Blablacar, justement, de faire un produit extrêmement simple à utiliser, pour qu'on puisse avoir aujourd'hui pas loin de 100 millions de personnes qui l'utilisent, dont 18 millions de Français, on est dans plus d'une vingtaine de pays. Et donc, parce que quand on a fait un produit simple,
qui en plus évidemment sert à quelque chose. Enfin, faut pas non plus faire juste un produit simple à utiliser s'il apporte pas une valeur ajoutée dans la vie de tout le monde de tous les jours. Mais là, il apporte la possibilité de se déplacer. Bien sûr, cher, tout à fait. En convivialité. Donc. Et alors, question mais je te l'ai peut-être déjà faite celle-là, mais j'adore moi. Question que posait le jeune Frédéric Mazzella à Xavier Niel, je sais plus il y a combien de temps, mais il y a très longtemps. Je sais pas si tu t'en souviens. Ah oui. À Xavier Niel, ouais, absolument. J'avais jamais entendu parler de toi. Comment est-ce qu'on maintient le rythme d'innovation dans une boîte qui a dépassé, je ne sais plus quel chiffre tu donnais, mais en gros, les 100 millions de chiffre d'affaires, etc. Ouais. Ça, c'est une question aussi cruciale. Non, toujours. Ça veut dire qu'en fait, déjà, rien que se poser la question, c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'on va se remettre en question. Il n'y a pas de statut ou d'étape gagnée. Il n'y a que de la progression sur des sociétés comme ça, sur des produits comme ça qui doivent être en permanence, en parfaite adhérence avec le monde moderne. Il faut en permanence innover et voir quand il y a des nouveaux usages qui arrivent à un certain endroit, des nouvelles manières de faire. Il faut être capable de les intégrer dans son propre produit. Les chakras ouverts à fond. Voilà. Et quand on fait progresser son produit, des fois on trouve des choses par soi-même pour faire mieux. Des fois, d'autres ont trouvé d'autres choses. Il faut les regarder. Il faut comprendre. Il faut même regarder quand il y a des concurrents qui apparaissent, ce qu'ils font de mieux pour vraiment comprendre pourquoi. En tant qu'utilisateur, on pourrait préférer telle ou telle solution. Et quand c'est bien, on l'intègre à son produit parce que le but, c'est d'être le plus facile à utiliser pour ses propres utilisateurs. Et quand c'est pas bien, on laisse ça aux concurrents. Niel t'avait répondu, ça passe par le patron. Il t'avait dit, moi je me rends compte quand je me barre, je reviens, ils sont endormis. Ouais, moi je dirais ça passe par la culture. Et alors après, la culture, c'est le rôle du fondateur ou du patron. Mais je pense que c'est la culture qui permet l'innovation, qui permet la remise en question permanente, qui permet aussi le partage de connaissances entre tout le monde, qui crée le côté très enjoué, très optimiste de la société qui doit toujours avancer. Et donc en fait cette culture-là, elle permet de passer aussi, y compris tous les coups durs. Enfin nous là, typiquement chez Blablacar, forcément la période, ça s'est arrêté. La période de la crise là, c'était pas terrible, même si on s'en tire très très bien. Je pense qu'on est l'acteur du déplacement le plus épargné parce qu'en fait on a une communauté et que ça rebondit. On a vu à chaque fois qu'il y avait un déconfinement, ça repartait super fort. Tu sais, il se trouve que j'ai discuté avec ton directeur financier. Ouais. Discussion passionnante. Et il m'a dit, ça y est, ils ont compris ce que c'était qu'un chiffre. Qui, il? Vous, l'ensemble de la boîte. Ouais. En fait, dans une telle histoire de croissance, que finalement, combien on dépense chaque jour, tu vois, les fameux trucs de budget base zéro, de Blablacar qui fonctionne, combien ça coûte, etc. et tout, vous vous étiez jamais vraiment posé la question. Et puis, s'il pouvait y avoir une alerte à droite, à gauche, c'était finalement pas très grave. Alors, je n'irai pas jusque-là. En tout cas, c'est ce qu'il disait. Parce que c'est ce qu'il disait. On a quand même une sacrée équipe de gens qui savent compter. Hein. Oui, mais je sais pas. Lui insistait beaucoup sur l'idée que tout à coup, et je crois que dans beaucoup d'entreprises, en fait, il s'est passé ça, que tout à coup, il y a quand même un moment où on n'a plus du tout le droit à l'erreur et à du tout le droit c'est sûr qu'il y a un côté d'optimisation quelque part. Quoi. Non, mais le principe, c'est que Blablacar, sur chaque service rendu, il y a une marge qui est ridicule, toute petite. Ouais. Donc, et après, il y a un service client. Pour une communauté de cette taille, c'est quand même compliqué d'être toujours là à répondre à. Quelle taille la communauté? 100 millions de personnes? Oui, quasiment 100 millions. Donc ça fait beaucoup de monde, surtout en plus dans 22 pays. Quoi. Donc il y a toutes les langues. Hein. Enfin. Revenons sur la masterclass. Comment tu analyses parce que ça marche? Parce que tu l'as fait, toi, pour une boîte formidable. J'ai été regardé, comme je dis, il y a celle de Benzema. J'ai vu le trailer de Benzema. Franchement, chapeau, quoi. C'est-à-dire, j'imaginais pas, au moment où j'ai vu Benzema, je dis, il va passer comme ça, il va dire salut les gars, regardez mon truc. Non, c'est très impressionnant. Ça correspond à quelle demande? Ça correspond à aller regarder un petit peu les coulisses, comment on fait, quand il y a quelque chose qui marche, en fait, en vrai. Quand il y a quelque chose qui marche, il y a toujours quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont vraiment énormément réfléchi à la chose. Et c'est pas arrivé par hasard. Il n'y a pas... Enfin, tous les gens qui réussissent travaillent énormément. Alors après, il suffit pas de travailler énormément pour réussir, malheureusement. Hein, la contraposée n'est pas forcément vraie. Mais cela dit, tous ceux qui réussissent ont beaucoup travaillé, ont beaucoup réfléchi à faire quelque chose de cohérent. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est un petit peu la recette derrière tout ça. Comment ça marche? Parce que, évidemment, on va voir le produit, on va voir le service, on va voir je ne sais quoi, une réussite de différentes manières, dans différents domaines, que ce soit en sport ou que ce soit ailleurs. Mais en fait,
c'est la partie immergée de l'iceberg, ça. Émerger de l'iceberg. Tout le reste, c'est le travail qu'il y a derrière. Et donc, les masterclass donnent l'occasion à toutes ces personnes-là d'aller parler de tout ce qu'il y a en amont et avant qu'on ait un service qui fonctionne. Oui, mais parler à des gens, moi, tel que je voyais le truc, le phénomène, c'est en fait, ça colle avec l'auto-entrepreneur, ça colle avec les nouvelles formes de travail. On a envie de se prendre en main finalement. À un moment, il y a cette idée de je vais me construire mon destin moi-même parce que les institutions visiblement ont du mal. Et donc on se tourne vers. Oui, il peut y avoir ce sentiment-là, mais il y a aussi l'autre sentiment de quelque part de complétude. C'est-à-dire que quand on fait un projet et qu'on est en contact à la fois avec ses propres clients et qu'en même temps on construit le produit, il y a une satisfaction incroyable de vision d'un projet de A à Z qu'on a moins quand on est dans un département, à un poste dans un département, dans une business unit, dans une grande boîte qui est un groupe international. Évidemment, quand on crée son activité, on voit tout. Et puis en plus, on est impliqué, concerné, intéressé par tout. C'est-à-dire qu'on est intéressé à ce que ça marche bien pour le client final, mais en même temps intéressé pour que ce soit très motivant pour toute l'équipe, que ce soit les développeurs, l'équipe marketing, l'équipe de relations membres chez nous, enfin le service client. On a une vision complètement transversale et en même temps, il faut que ça fonctionne aussi pour les investisseurs qui se disent tiens, c'est pas mal, je vais mettre de l'argent ici parce que a priori, c'est quelque chose qui va marcher. Donc en fait, on a une vision complètement 360 degrés quand on crée sa société. Et ça, rien que ça, d'une part, ça redonne de la responsabilisation, ça donne de la passion, ça donne de l'envie et en fait, on se rend même plus compte qu'on travaille tellement c'est agréable. Magnifique. Frédéric Mazzella, qui était notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart donc avec Jean-Baptiste Hironde qui est avec nous, le fondateur de MWM. Comment d'ailleurs c'est MWM, Music World Media, c'est ça en fait hein tu dis MWM. Alors c'est anciennement Music World Media et là on est en train de pivoter sur MWM. On va bientôt changer d'extension sur le web, donc c'est MWM. Mais pourquoi? Enfin juste on va dire simple curiosité. C'est historique parce que comme avant on était spécialisé dans les applications musicales, du coup Music World Media ça faisait le M, la vague, et du coup on s'est dit c'est pas mal en termes d'image, logo par rapport à nos produits, et comme là on est en train de transiter sur la partie développement d'applications créatives, en fait ça colle plus forcément l'image de la boîte pour nos clients, et donc on est en train de se dire non, c'est juste MWM, c'est un logo qui on va dire est inspirationnel, voilà, il y a une sorte de vague, c'est pas forcément la musique, c'est plus que ça. Alors ce qui est un truc, Jean-Baptiste, je te le dis très franchement, incompréhensible pour moi. Mais d'abord, le move que vous êtes en train de faire. Donc, ça me passionne. Mais d'abord, il faut raconter, parce que, en gros, aujourd'hui, si on n'est pas musicien, on ne peut pas connaître Music World Media et on ne peut pas connaître ton aventure, ton histoire de croissance mondiale et la façon d'aujourd'hui où tu es une référence mondiale pour l'ensemble de ceux qui font de la musique, qui éditent de la musique. Comment est-ce que tu définis vraiment ton cœur aujourd'hui de Aujourd'hui, c'est vraiment du grand public. Donc en fait, on n'est pas forcément ultra connu parce qu'il faut voir qu'on a 98% de nos clients qui sont à l'international. On a à peine 2%, 98%. Voilà, c'est 98% de l'audience. Et effectivement, aujourd'hui, c'est tous les amateurs de musique, historiquement, puisqu'on est en train un peu de pivoter, qui veulent en fait apprendre d'aller jouer d'un instrument, d'aller jouer le DJ pour animer sa soirée, d'aller télécharger un accordeur de guitare pour régler sa guitare. Donc, ce n'est pas des musiciens professionnels, c'est on va dire, des apprentis musiciens qui ont besoin d'avoir une application pour aller les guider dans leur parcours. Le départ de l'histoire, c'est, alors comment on appelle les DJ, voilà. Ouais, les DJ, on commence par là. Une table de scratching, on va appeler ça comme ça. Comment tu l'appelles? Table de mixage. Table de mixage. Voilà, 2 platines, un crossfader et on va enchaîner des musiques. Virtuelles sur mobile, mais attention, pas sur le mobile qu'on a aujourd'hui. Sur l'iPhone 3G à l'époque. Mais même plus petit que ça. Tu avais fait des trucs sur des écrans encore plus petits, non, au départ? Alors, on a commencé par l'iPhone 3G, puisque effectivement, à l'iPhone 1, il n'y avait pas d'App Store au tout début. D'accord. On était un des premiers développeurs à avoir lancé des applications en France sur l'iPhone 3G. D'accord. Et l'écran, quand même, était comme ça. Donc, on a oublié, dis donc, je le voyais même déjà un peu plus. Le premier iPhone, le téléphone est un peu plus grand, mais effectivement, l'écran était petit. Donc, aller mixer sur des platines virtuelles en tactile avec un tout petit crossfader pour enchaîner les musiques, sur ça, c'était quand même une idée un peu folle.
je dois l'avouer. Mais en fait, on a... Mais qui a fait un carton mondial. Qui a fait un carton, puisqu'en fait, c'était une application, donc forcément grand public, puisqu'un pro ne va pas mixer sur un iPhone. Et donc, en fait, où est-ce qu'étaient ces clients? Ils étaient sur mobile. Ils étaient sur mobile, ils sont passés sur smartphone. Et donc, quand on est arrivé avec une offre qui répondait à un besoin où on n'avait pas de concurrence, forcément, ça s'est spread tout seul. Et on a fait, historiquement, Edging, ça a fait 100 millions de téléchargements organiques tout seul, en fait, au fur et à mesure des années. À un moment, tu es l'application la plus téléchargée au monde, c'est ça, Jean-Baptiste? Ou dans ton univers de la musique? Ouais, dans l'univers de la musique, en fait, on est Edging, c'est l'app de DJ la plus téléchargée au monde encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et en termes d'éditeur musical, on est le numéro 1 mondial en termes de téléchargement d'applications musicales sur les App Store. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Tiens, parce que je vais parsemer... Ça, c'était l'étape 1. Voilà. Ça, c'était... Non, mais, évidemment. Mais déjà, enfin, je ne sais pas si tu as le temps de regarder tout ça, d'ailleurs, mais Epic Games, donc éditeur de jeux vidéo, en même temps, ça t'intéresse, tu veux aussi commencer à faire du... Enfin, tu as fait un petit peu de jeux vidéo, qui attaque le fonctionnement de l'App Store. Tout à fait. Alors, ton avis? Tu me connais, je fais jamais de politique, donc ça pour moi. Mais c'est pas de la politique, ça. C'est effectivement des choses qui sont en cours, qui sont vraies. Compliqué pour moi de commenter. Par contre, ce qui est totalement vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a des commissions sur les App Store. Elles sont remises en question par plein d'organismes, de sociétés. Effectivement, nous, aujourd'hui, on ne peut pas décider exactement de ce qu'on peut faire. On n'est pas propriétaire aujourd'hui. Jean-Baptiste, sans l'App Store, tu n'existes pas. Aujourd'hui, effectivement... Sans l'App Store, ça n'existe pas. On n'existe pas, tout à fait. Alors après, il y a des alternatives, parce qu'il y a iOS et il y a Android. Mais aujourd'hui, effectivement, sur les App Store, ce qui est visé aujourd'hui, c'est vraiment iOS. Et effectivement, il y a un combat qui est en cours, qui vient de se finir, je crois, il y a à peine 2 jours. Non, mais moi, alors, je te tranquillise, moi, ma position, elle est complètement à rebours de ce que la presse dit. Moi, je défends Apple, moi. Les gars, ils ont créé... Enfin, et d'ailleurs, tu en parlais... quand on se parlait il y a quelques années, tu en parlais avec une forme d'émotion. Ils ont créé une mine d'or dans laquelle toi, Orpailleur, tu as été faire... Aujourd'hui, iOS, c'est plus de 50% de nos revenus. On monétise beaucoup que l'abonnement. Aujourd'hui, nos clients sont habitués à payer avec les systèmes d'Apple. Ils sont fidélisés, on n'a pas de problématique. Enfin, ça simplifie beaucoup, il y a beaucoup d'outils. Et donc, au final, aujourd'hui, faire du business sur la plateforme Apple, c'est assez simple par rapport à d'autres plateformes. Donc, aujourd'hui, il y a des avantages et des inconvénients sur chaque plateforme. Et effectivement, aujourd'hui, il y a effectivement une discussion sur cette histoire de commission qui, effectivement, nous, on a quand même intérêt à que les commissions baissent, clairement. Aujourd'hui, ils nous prennent 30% de nos revenus, on a intérêt que ça baisse. Par contre, il doit y avoir une commission pour, on va dire, rémunérer le distributeur et rémunérer tout la R&D qui a été mis en place par, justement, Apple, pour rémunérer les gens qui travaillent chez Apple, les technologies, la partie back-end. Tim Cook, il dit, pour rémunérer le contrôle. C'est-à-dire, on peut pas. Lui, il dit la grande force et c'est ce qui a fait ta force aussi. C'est qu'à un moment, les gars d'Apple ont dit ça, c'est génial. Voilà, ça a été testé, on l'a vu, MWM, on va le promouvoir, c'est formidable. Il y a des équipes éditoriales qui font un super boulot. Ils ont des équipes localisées donc par pays. Nous, donc, on a des équipes en France qui s'occupent des comptes. Et aujourd'hui, ils arrivent à repérer. Les applications, on a aussi des programmes où ils vous accompagnent pour aller améliorer le UX de vos produits, améliorer la rétention, améliorer certaines features. Il y a pas mal de conférences qui sont faites, etc. Donc il y a tout un écosystème qu'ils ont créé. Donc c'est normal de le rémunérer. Et après, le gros débat, c'est le niveau de rémunération. Voilà, c'est juste ça, c'est ça le vrai débat. Mais effectivement, il y a un écosystème qui aujourd'hui a été créé. Ça a coûté de l'argent et donc c'est normal que... Mais je comprends bien que tu veux rester d'une infinie prudence là-dessus. Voilà, surtout ne se fâcher avec personne. Non, mais surtout qu'aujourd'hui, en fait, c'est normal qu'il y ait un débat. C'est totalement normal. Il y a des très gros enjeux, c'est des milliards, les revenus générés par les App Store. Donc c'est normal qu'il y ait des enjeux. C'est pour ça que je dis que c'est de la politique, parce qu'aujourd'hui, ça dépasse tellement, on va dire, nous, en tant que petit éditeur d'applications, parmi les 2 millions sur Apple, 4 millions d'applications sur Android, on est 700 000 publishers dans le monde. Donc effectivement, on comprend bien que tout ça, c'est pas juste une guéguerre entre effectivement un Apple, un Epic, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et voilà, nous aujourd'hui, on se focus vraiment sur développer les meilleurs produits pour nos clients avec Apple. Fact basique du chef d'entreprise. Je reviens sur mon. On se focus, on avance, voilà. Et effectivement, si ça va en notre faveur, des développeurs, on sera très contents. Et si ça va en la faveur d'Apple, nous on continuera. Et voilà, ça reste des partenaires de premier ordre, et c'est comme ça qu'on le fait.
le fait. Mais sans démagogie, hein, c'est vraiment. Non, mais je comprends parfaitement ta position. C'est-à-dire que ta position, elle est de dire, écoutez les mecs, moi je suis en pleine croissance, j'accélère. On n'a pas le temps vraiment de. Voilà, c'est ça. Je fais là où on me dit de faire, quoi. Et puis on verra. On reste comme une petite boîte. Alors même si on a bien grandi, hein, on reste quand même une petite boîte. Et quand tu seras Epic Games, justement, tu auras quand je serai en bourse, ma boîte elle vaut 4 milliards. Bon, peut-être que je pourrais me permettre de faire des bras de fer. Voilà. Des épreuves de force. Aujourd'hui, on est encore en train de prouver qui on est et où est-ce qu'on va. Donc forcément, on peut pas faire tous les gros en même temps. Mais moi, je trouve, bon, on l'a fait un petit peu là, mais je trouve qu'on rend pas assez hommage à Apple dans cette histoire. Bon, mais alors pourquoi? Alors, donc tu développes effectivement, après tu pars, c'est la musique grand public, tout ce qu'on peut faire sur la musique, etc. Apprendre la musique, Est-ce que et pourquoi? Donc là, tu fais ce virage, donc là, tu lèves des dizaines de millions d'euros. Hein, j'ai pas 50 millions l'année dernière. Ah oui, c'est ça, c'était il y a un an. Ouais, tout à fait. Juste avant le confinement d'ailleurs. Ouais. Je crois que c'était 3 semaines avant, on a fait l'annonce. Non, je crois une semaine avant. On a fait l'annonce une semaine avant, tout le pays loqué. Et tu as en fait doublé de taille en termes d'effectifs? En fait, on est passé de 50 en janvier à aujourd'hui, on est à peu près 130. Donc, tout en digital, tout en distanciel. On a embauché 70% des équipes pendant le confinement. Donc ça a été un challenge énorme. Sans les voir. Sans les voir. Enfin, sur Zoom, quoi. La plupart, parce qu'après, on a rouvert à partir de l'été, donc on a commencé à avoir les candidats. Mais effectivement, entre le mois de mars et le mois de juillet, on a recruté, je pense, 50-60 personnes sans jamais les avoir vues, quoi. Donc, process, on envoie les PC par la poste, etc. On a toute une logistique. Et puis, tout géré de chez moi, dans mon petit bureau. C'était vraiment quelque chose de... Nous, en plus, on n'est pas culture télétravail historiquement chez MWM, parce on était une petite équipe, toujours, avec beaucoup de créatifs, toujours tous ensemble, pour essayer de toujours de se challenger. On écrit sur les murs, on a besoin de se voir, on a besoin de communiquer, de sentir les choses. Tout le non-verbal, on a besoin de le sentir. Il faut imaginer qu'on a vraiment des personnes très créatives au bureau qui créent des produits disruptifs toute la journée. Et du jour au lendemain, se dire, non, on va créer des produits disruptifs derrière son écran, en se parlant en visio. On ne peut pas écrire sur les murs. Potentiellement, on n'a pas forcément un endroit pour travailler correctement. Et effectivement, c'était pour nous quelque chose de nouveau, et donc ça a été ça marche moins bien. Alors pour la création, ça marche moins bien. Ça marche totalement moins bien. Alors ça, nous, clairement, quand vous déjà faire des produits qui sont, on va dire, tout se cache dans les détails. Ça veut dire qu'en fait, on peut rater un produit parce qu'on a juste raté un tout petit détail. Et en fait, si on n'est pas tous ensemble à aller, on va dire, qu'il y ait une sorte d'émulation de groupe, en fait, il y a des petites choses qui ne se créent pas, qui n'apparaissent pas, et c'est ces petites choses qui font toute la différence. Et donc aujourd'hui, quand effectivement nous on a été bloqués pendant toute cette phase, d'ailleurs c'est compliqué pour les onboarding, c'est compliqué pour la formation. On a un TGV qui va à plus de 300 km/h, et on demande à des gars qui sont dans d'autres boîtes qui sont peut-être à 250, d'arriver, de rejoindre le wagon, et de monter dedans, de comprendre les process, de monter dedans et de remonter tout le wagon, de remonter jusqu'en haut, jusqu'à la tête. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, créativité, donc les créatifs, et voilà, les problèmes de communication, quand on passe d'un mode de travail où on est 50 on passe à 100, sans se voir, en fait, c'est encore plus compliqué. Donc, en fait, on a empilé les layers de complexité. Et là où on est content, c'est qu'en fait, ça nous a vraiment... fait péter, on va dire, fait apparaître les problématiques et les points faibles qu'on avait. Donc en fait, d'un coup, au lieu de passer peut-être 1 an et demi ou 2 ans avec plein de problématiques de process, de communication, etc., tout a explosé. Alors à tous les niveaux. C'est une phrase que j'entends beaucoup. Tout à coup, on s'était rendu compte qu'il y avait des tas de trucs inutiles. Voilà. Et qui ne marchaient pas. Et en fait, on ne va pas les refaire, quoi. Voilà, exactement. C'est ça. Et en fait, c'est soit en gros, on est obligé de les résoudre parce que ça ne fonctionne pas, on est bloqué. Et c'est juste que cette façon de faire et cette façon d'où on a été, on va dire, mis face à l'évidence, fait que on a accéléré notre mise en cause sur tous les process de la boîte, sur les façons de travailler, sur notamment la règle du télétravail. Où nous, maintenant, on a instauré ça dans la boîte. Alors là, bien évidemment, vu que ça fait 1 an qu'on y est, on va peut-être pas forcément, on va dire, passer 5 jours de télétravail, enfin 3 jours de télétravail par semaine à partir de demain. Mais l'idée, c'est voilà. Alors attends, parce que le temps tourne très vite. Et donc, tu bascules dans un autre univers. Complètement. Et c'est un truc. Et en plus en plein pivot, parce qu'effectivement aujourd'hui. Mais moi je veux parler. Il se trouve que la musique est, en ce qui me concerne, une passion. Mais il y a tellement de choses à faire dans la musique, Jean-Baptiste. Pourquoi est-ce que tu vas partir sur des trucs qui sont en plus des trucs plus classiques, quoi? C'est ça, hein, vidéo, photo, dessin. Retouche de photos, enfin des choses comme ça. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, MWM, tu as vu, c'est quand même une boîte qui est assez ancienne. Hein. J'ai créé ça, la première app en 2012.
Et aujourd'hui, en fait, on a développé une plateforme qui nous permet en fait de créer des produits très rapidement, de les shipper au marché. On a de la data qui remonte, on arrive à itérer très 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 vite. Et donc en fait, on s'est dit, tiens, on va aller tester d'utiliser notre savoir-faire en développement et en commercialisation, en distribution sur d'autres verticales pour avoir plus de croissance. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est leader mondial dans la musique. On continue à prendre des parts de marché sur différents sujets, mais on va dire sur les gros sujets de la musique, le piano, l'impression la que t'es guitare, arrivé au bout. Je suis pas arrivé au bout, mais je vois des business, des tailles de business juste à côté qui sont beaucoup plus grands. Par exemple, le marché de la vidéo grand public est beaucoup plus important que le marché des applications musicales sur mobile. Donc par exemple, tout le monde sait faire des photos, des vidéos, a besoin de les monter et de les envoyer après sur les réseaux sociaux. Donc en fait, l'usage est très important sur la partie photo et vidéo, beaucoup plus accessible pour le grand public. Et donc comme nous, notre but, c'est vraiment d'arriver à aller proposer au grand public des technologies, souvent pour les pros, les démocratiser, enfin les simplifier et de leur donner accès. On s'est dit, la musique, on est très fort, sauf que les leviers de croissance dans les autres catégories qui sont en fait qui appartiennent à l'industrie créative, je comprends. Créer de la vidéo. Tout à fait. C'est la même chose que de la partie musicale, sauf que on ne traite pas du son, on va traiter du flux vidéo ou de la photo. Derrière, tout le reste, c'est la même chose. Et en fait, on s'est dit, on va aller prendre des relais de croissance avec la même équipe qui est, on va dire, une taille limitée. On a beaucoup de chance en fait d'accélérer notre développement dans ce domaine-là. Alors attends, parce que je vais te challenger là-dessus, parce qu'évidemment tu y as réfléchi, mais ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que tu aurais pu aussi, je suis sur la musique, je suis sur un domaine de passionné, et je peux alors prendre l'autre aspect qui est je vais monter en gamme, en perfectionnement de l'ensemble de mes produits, je vais commencer à les faire payer, il y a des gars qui vont payer pour ça parce que c'est passionnant, on nous dit, tiens une question comme ça, il y a une nouvelle qualité de son qui arrive en digital. Apple lance ça, oui tout à fait. Et donc ça va être un truc de dingue. Alors nous ça nous arrange pas parce que plus ça qualité, plus c'est lourd, et plus ça fait des calculs puissants et plus il faut des ressources. Donc, oui, mais justement, pourquoi pas avoir pris ce pari-là d'aller chercher la marge plutôt que le volume, quoi. Parce que sur le volume, tu vas te retrouver challengé avec de sacrés acteurs. Voilà, l'idée c'est qu'aujourd'hui, en faisant ça, effectivement, on va se retrouver avec les MWM de chaque catégorie, qui sont beaucoup plus grands que nous. Sur la retouche photo, il y en a des sacrés solides, quoi, quand même. Exactement. En plus, La grosse différence, c'est qu'en fait, on a une approche. Donc déjà, on a un savoir-faire en termes de développement d'applications. On a vraiment une équipe, on va dire mobile, développement, iOS, Android, back-end, front-end, qui est excessivement experte maintenant dans ce domaine. En fait, aujourd'hui, des boîtes qui savent développer comme ça plusieurs produits dans une catégorie, qui ne sont pas juste monoproduits, comme un Deezer ou un Spotify, il n'y en a pas beaucoup. On n'est pas beaucoup dans le monde. Et aujourd'hui, MWM, on est bien, on va dire, dans la catégorie musicale, on est bien identifié. Sauf que aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur qui est vraiment transcatégorie. Et nous, ce qu'on se dit aujourd'hui... Et il y a une valeur ajoutée à être transcatégorie ? C'est vraiment pour... Alors nous, on a acquisition client et tout ça, en fait, c'est ça. Il y a des synergies incroyables. En termes de développement, les briques techno, derrière, c'est les mêmes. Derrière, on a la partie acquisition. En fait, nous, on a un effet réseau, puisqu'on commence à avoir beaucoup d'applications. On a un gros catalogue. C'est les mêmes clients. Derrière, je fais du cross-sell entre mes applications. Donc, en fait, j'ai énormément de gains de marge, justement, à aller capter des clients via la musique, via la vidéo, via la photo, et de les faire tourner dans mon écosystème. Un peu comme ce que ferait Netflix, avec, il va rajouter du contenu dans son catalogue. Nous, on a créé un catalogue d'applications historiquement musicales, et demain, c'est un catalogue d'applications créatives. Donc, on a agrandi le catalogue, on propose plus de services, plus d'offres, et après, on a des algorithmes qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce que veulent les gens par rapport aux affinités, et on va les faire tourner dans l'écosystème. D'où ce dont tu parlais au début, c'est-à-dire il faut, pardon pour le terme pédant, il faut désémantiser la marque. Exactement. Ça reste MWM, mais il faut sortir le mot musique en fait. Exactement. Nous, c'est vraiment créatif. Voilà. Donc l'ambition, c'est vraiment ça. Alors c'est un énorme challenge, puisqu'en gros, aujourd'hui, on est en train de dire qu'on veut être le Adobe for mass consumer. Donc on veut être le Adobe pour le grand public. Donc aujourd'hui, Adobe l'a fait. C'est vraiment l'exemple parfait d'une boîte qui fait des applications, donc montage vidéo, photo, pareil pour la musique, tout ce qui va être traitement musical. Donc dans tout leur logiciel, on va pouvoir traiter la musique, etc. Et aujourd'hui, ils ont toute une suite, mais pour les pros. Nous, on va faire la même chose pour le grand public. Et ça, c'est vraiment la vision de MWM. On est les seuls au monde à vouloir faire ça. Et pourquoi est-ce qu'Adobe ne le fait pas pour le grand public ? Alors, c'est deux business différents. C'est-à-dire que clairement, elle est traitée avec des boîtes, elle est traitée avec... on va vendre des abonnements à 89 € par mois ou des licences. Alors, on peut passer le pack en licence à 1500 € par an et traiter avec des entreprises. Ça n'a rien à voir que de bosser avec des utilisateurs qui sont dans le monde entier, qui n'ont pas du tout, on va dire, un besoin bien identifié, qu'il faut... C'est vraiment... et qu'un pouvoir d'achat extrêmement faible. Aujourd'hui, la monétisation, c'est de la pub, c'est des achats intégrés. Eux ont fait le plus facile, toi, il faut que tu fasses le plus dur, là. Alors, ils ont fait un truc, je pense, exceptionnel. Nous, on est en train de faire quelque chose de
peut-être encore plus compliqué. B2C worldwide, c'est vraiment quelque chose. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas cru en MWM pendant longtemps, parce qu'en fait, une boîte française qui sort dans un business B2C mondial et qui veut en fait devenir leader là-dedans, il faut investir des milliards. Bon, bah, nous, on a levé en tout plus de 60 millions, et on l'a fait, en tout cas, on est dans le top 100 avec 60 millions. Et encore, on n'a pas encore eu le temps de bien déployer les 50 millions de l'année dernière, puisque on recrute et on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc en fait, on le fait au fur et à mesure, mais on peut, avec beaucoup moins, faire beaucoup plus. Ingénieur, Jean-Baptiste. Voilà. C'est ça, ingénieur polytechnicien ? Aéronautique. Aéronautique. Ouais, aéronautique. EPF. EPF. Voilà, ex-école polytechnique féminine. Jean-Baptiste Hironde, le fondateur donc de MWM maintenant, était notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Stéphane Van Duffel. Salut Stéphane, fondateur de netinvestissement.fr, qui vient nous voir régulièrement pour parler de choses et d'autres. Et là donc c'est la folle semaine. Nous on est toujours un peu on n'est pas accroché à l'actualité, vous l'avez compris. On prend le temps de réfléchir. La folle semaine des cryptos, moi j'ai appelé ça le piège des cryptos. Alors, donc, tu es en contact, toi, avec des investisseurs, Stéphane, avec des clients, voilà, tous les jours. Comment est-ce que tu vois les choses ? Comment est-ce que tu vois ce qui s'est passé, là, sur les 15 derniers jours ? Et donc, cette baisse de combien ? 30-35% à peu près Ça dépend de la crypto, parce qu'il y en a plusieurs. Mais en gros, sur le Bitcoin, pour les grosses, de toute façon, elles sont toutes corrélées. Ethereum, Bitcoin, on va dire à peu près. Voilà, 30-35%. Voilà, 30-35%. Ce qui fait finalement un gros crack, quoi, mais pas non plus l'effondrement qu'on aurait pu redouter. Alors, allez, vas-y. Je suis d'accord avec toi, avec une spécificité, mais qui change tout dans l'esprit des gens. Et justement, je pense que c'est le propos. Et même si je ne suis pas du tout d'accord avec l'appellation piège du Bitcoin. Tu vas voir, je t'expliquais. Voilà, j'attends qu'on soit pas d'accord comme d'habitude. C'est juste qu'en fait, le krach boursier classique sur des marchés financiers tels qu'on l'entend, obligataires, actions, etc., il est dû finalement à quelque chose qui correspond à une surprise, même si c'est pas toujours vrai, que les analystes peuvent le sentir venir, qu'il y a toujours des gens qui le voient arriver. Le Bitcoin, étant donné que ça monte à une vitesse absolument colossale, il ne faut pas être surpris du tout que lorsqu'il y a à un moment donné une contre-information, un frein au développement de cette technologie, en tout cas de cette nouvelle façon de penser, ça craque. Là, il y avait une très bonne raison objective. Voilà, les annonces chinoises sont une très très bonne raison pour faire baisser la valeur de cette monnaie. C'est voilà, ce n'est que la Chine. Tu vois ce que je veux dire, mais ça n'est que la Chine, c'est 60% de la production de Bitcoin. Donc de la production. Oui. Ça, on est d'accord. Ça veut dire que sans doute de la détention aussi, non ? Non, la détention, ça, c'est ça. En fait, Stéphane, c'est là où toi et moi on va être d'accord, c'est que c'est tout là le problème. Le vrai problème de la crypto-monnaie. Non, alors je vais te dire pourquoi piège. Pourquoi piège ? Donc c'est monté à 60 000. En fait, le piège, c'est Air France se casse la gueule. Tu peux racheter Air France à la baisse sur des éléments rationnels et tu peux même prendre des paris. Air France va repartir, il y aura un peu moins de vols long courrier. Donc la valeur qui était là, elle était à 14, elle va peut-être revenir à 12. Là, elle est à 5, je peux en racheter et je vends à 12. Très bien. Et il y a des avions. Il y aura toujours des avions qui existent. Tu peux rationaliser le truc. Ok, je comprends. Et je prends mon risque là-dessus. Tout à fait. Pourquoi c'est un piège, le Bitcoin ? Parce que là, j'ai une référence à 63 000 $. C'est plongé, c'est tombé à 40 000 $. Mais je n'ai aucun moyen de savoir si ça va remonter à 63 000, sauf, et ça tu le sais très bien parce que c'est la logique de l'investisseur, moi la seule valeur que j'ai en tête c'est les 63 000. Ou plus. Et donc je ne lâcherai pas le truc tant que je n'aurai pas récupéré ces 63 000. Et pourquoi est-ce que c'est un piège ? Parce que cette logique peut m'emmener en fait à la casse. À la casse. Bon, alors, oui et non Stéphane, si tu permets. Oui, dans ton raisonnement, il tient la route pour une certaine catégorie d'investisseurs, c'est-à-dire les profanes. L'autre catégorie d'investisseurs, c'est comme tous les débats qu'on a eu toi et moi sur les hedge funds, sur GameStop, sur Reddit, sur Robinhood. Tant que ça ne touche que des professionnels, ils savent très bien ce qu'ils font. Mais non, ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils font sur le Bitcoin. Il n'y a pas de référent. Il n'y a pas de sous-jacent. Leur référent, c'est Bitcoin. En fait, c'est ça qui est très important que les gens comprennent s'ils nous écoutent. Il y a des centaines de crypto-monnaies. Nous, chez Net Investissement, on n'a pas le droit de les conseiller du fait de notre position de conseil. En revanche, on a le droit de conseiller des entreprises qui sont agréées par l'AMF, je te passe le détail, et qui vont regarder ça. Les entreprises avec qui on bosse, elles ont sélectionné que 24 crypto-monnaies dans le monde qui sont agréées ou en tout cas acceptées intellectuellement par l'AMF. Pourquoi je te dis ça ? Bitcoin. Non, mais pourquoi je te dis ça ? Parce que le Bitcoin, c'est un truc très spécifique. Les deux premières crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum, sont déjà extrêmement différentes l'une de l'autre, parce qu'il y en a une, c'est une monnaie, c'est en tout cas le principe simplement d'imaginer une valeur d'échange pour un objet, donc Bitcoin. Ethereum, c'est une technologie qui permet
de créer des produits avec une valeur. Non, mais là, tu rentres dans Stéphane, des détails qui n'ont aucun pourquoi sens. C'est pas une monnaie, c'est pas une monnaie, il n'y a pas de valeur d'échange. Si, Stéphane, à partir il n'y a pas de valeur d'échange. À partir du moment où sur Amazon, tu peux payer en Bitcoin, Mais à partir tu payes du en moment... Bitcoin transféré en euros, c'est comme au Club Med. Alors à ce moment-là, les jetons du Club Med, c'est une monnaie. Quelle est la valeur de refuge de l'euro? Qu'est-ce qui donne la valeur de l'euro, Stéphane? Qu'est-ce qui donne la valeur de l'euro? Qu'est-ce qui donne la valeur de puissance l'euro? des États européens. Non, En le dollar. l'occurrence, Le dollar. Bah si, c'est la valeur, le dollar. Parce que les talons, c'est le dollar. Qu'est-ce qui a donné la valeur au dollar? C'est l'or. Qu'est-ce qui donne la valeur à une monnaie, à une pierre en or rare? C'est sa rareté et c'est le gré à gré qu'on accepte mais depuis alors des là, siècles. là, on n'aura même pas de 6 minutes pour régler nos Écoute, désaccords. c'est pas un tellement on est en désaccord. désaccord. Je veux que tu comprennes que je suis d'accord avec toi. Mais non, ce il que faut tu pas dis, se alors tromper. pardon, mais ce que tu dis n'a aucun sens, Stéphane. Mais aujourd'hui, c'est 2000, fini. écoute-moi. Il y a plus de, tu es Écoute-moi. courant, Bretton Woods, 2000. il n'y a plus de lien entre l'or et le dollar. Et l'euro aujourd'hui évolue en fonction du gré à des gré. arbitrages. Du gré à gré, Stéphane. Du gré Effectivement, à gré. mais C'est qui tout. sont liés à... Je ne suis pas en train de te dire qu'il y a les talons or, les talons dollars. Je te dis Mais que la c'est pas valeur. tout. Stéphane. Regarde les spreads s'écarter entre l'Italie et l'Allemagne. Tu vas voir ce qui va faire ton euro corrélé au dollar. Très bien. Eh ben, ça veut dire qu'il n'est pas corrélé au dollar. Il est pas un corrélé à la problème. puissance de la J'ai zone aucun euro. problème. C'est du gré à gré intra-euro. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Alors attends, pour que tu comprennes mon principe, parce que je suis 5 d'accord avec toi. 5 minutes, mais ça va, c'est très vite, c'est très simple. D'abord, il ne faut pas, et c'est pas moi qui vais le faire, puisque tu sais très bien d'où je viens et quel était mon modèle de travail et celui que Karl et moi avons inventé. Il ne faut pas jeter avec l'eau du bain tout ce qui est du renouveau. Il faut qu'on se prépare à s'aligner sur ce qui va se passer. La technologie blockchain est de toute façon l'avenir pour nos banques centrales. La monnaie papier, la monnaie chèque, la monnaie virement, ça ne va plus exister. Ce sera des monnaies numériques. La Banque centrale est dessus, Goldman Sachs est dessus. Rien à voir JP avec Morgan. le Bitcoin. Rien. Stéphane. Rien à voir avec le Bitcoin. Je ne suis pas là pour défendre ou pour attaquer Non, le mais Bitcoin. c'est une technologie, on s'en fout de ça. Bitcoin est une valorisation d'une monnaie technologique qui est un actif. C'est pas une monnaie, c'est un actif. C'est pas un actif. À quelqu'un. Il n'a pas de sous-jacent. Il n'a pas de sous-jacent. Stéphane, c'est pas qu'il n'a pas de sous-jacent. Il a un sous-jacent. Il ne C'est cet repose sur rien. Si, le gré à gré, la valeur que les gens donnent. Pourquoi un Giacometti vaut 100 millions de dollars alors que c'est un mec qui l'a dessiné parce qu'il y a quelqu'un qui est capable de l'acheter 100 millions de dollars. Il faut qu'on se prépare intellectuellement à ça. La technologie du Bitcoin permet de sécuriser et de non conventionner la transaction. C'est-à-dire qu'elle est hors conventionnement. C'est hyper important. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de passer par un broker, qui est donc une banque, qui est donc un assureur, qui est donc un compte en ligne. C'est totalement faux. Personne aujourd'hui. Mais non, tout le monde passe par des plateformes. Stéphane, Coinbase, tout le monde passe par des brokers pour aujourd'hui trader le Bitcoin. Mis à part des super experts. Tu peux très bien détenir sur une clé USB chez toi tes propres Bitcoins. Tu peux me les vendre. Ça passe juste par une transaction. C'est zéro frais. Ça vient sur ma clé USB. Il ne faut pas perdre ton code. Ça va passer par une transaction qui va prendre des jours et des jours. Coinbase, j'ai pas de problème. C'est un broker. Mais c'est un broker. Stéphane, c'est 50 fois moins cher qu'une banque. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Le Bitcoin sera... Je sais pas, hein. Attention, je dis juste, il ne faut pas jeter avec l'eau du bain. On ne peut pas parler de piège. Tu me dis toujours pas... Mais si c'est un piège, tu me dis toujours pas où est la valeur. La valeur, c'est la valeur qu'on lui donne des gens. À partir du moment où M. Bezos est capable de te dire que si tu as des Amazon Coin ou des Bitcoins ou une monnaie qu'il aura inventée, c'est certain, te permet d'acheter une paire de pompes, ça a une valeur. Et donc cette valeur, elle est échangeable à partir de quelqu'un d'autre peut l'acheter. Mais personne ne dit ça, justement. Comment tu expliques alors que tu passes à de 300 dollars à la création, à 60 000 dollars et demain peut-être à 100? La spéculation, ça s'appelle. Stéphane, pourquoi aujourd'hui les grandes banques américaines préparent des ETF sur le Bitcoin? Pourquoi? Dis-moi, à partir du moment où Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock, etc. s'intéressent à ça, tu sais ce que ça veut dire. Oui, bien sûr, je sais ce que ça veut dire. C'est eux qui vont décider, ils vont donner le sous-jacent. Tu sais, faisons un petit saut dans le temps. La machine a remonté le temps. Ouais. Nous sommes en 2007, mesdames, messieurs, en 2006. Mais pourquoi donc Goldman Sachs fait-il des ETF gagés sur l'immobilier et les cours de l'immobilier dans 50 États américains? C'est donc que tout va bien se passer. 93, sauf que les ETF, les fameux subprimes, étaient vendus qu'entre banques. Le problème de Goldman Sachs, c'est la gourmandise quand les courtiers ont vendu ces produits à des petits porteurs. On se barre dans tous les sens, Stéphane. Non, c'est pas Reste sur ton Bitcoin. Je donne un exemple. Il faut pas. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut se méfier. Quand dans les années 2000, il y a eu la crise des startups, de la nouvelle technologie, qui peut remettre en question aujourd'hui que le monde de 2020 est basé exactement sur du .com? Ce sont que des technologies. Les Netflix, les Amazon, c'est tout ce qui aurait pu être créé en début 2000, mais qui n'a pas été compris. Ça a été mal compris par les petits porteurs. Et le problème du Bitcoin, pour moi, c'est pourquoi nous on fait des dizaines et des dizaines de vidéos sur le sujet, Stéphane, c'est que tant
que c'est un hedge, tant que c'est Goldman, tant que c'est des gens comme Karl et moi. Bien sûr. Eh ben oui, mais Stéphane, c'est ça. J'entends dans mes propres bureaux des petits mecs qui ont 22 ans, ils sont stagiaires, ils ont 2000 balles de côté, ils ont entendu que l'Ethereum pouvait faire autant que le Bitcoin, ils mettent tout sur le rouge, impair et passe. Et alors, mais non, mais tu te contredis toi-même. C'est pour ça que ça vaut 63 000 $, mon vieux. Mais non, c'est bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est bien parce que l'ensemble de ces gens-là, partout dans le monde, ont été pris d'une envie, et pourquoi pas, d'acheter un ticket de loto, c'est très bien. Stéphane, c'est pas ça qui explique que ça vaut 63 000 $. Ça explique que ça monte de plus 40, de moins 30, de plus 25. C'est la spéculation, Stéphane, le problème de cette chose. Le cas GameStop dont on avait traité, ce qui revient au même. Le problème, c'est la spéculation, c'est la cupidité. Et donc, je sais toujours pas quelle est... Stéphane, encore une fois, je reprends mon exemple, Air France. Ouais. Je sais combien il peut y avoir de chiffre d'affaires à un instant T. Je peux modéliser une reprise du trafic ou pas, etc. J'ai des éléments rationnels sur lesquels... Je peux me planter, mais j'ai des éléments rationnels. Bitcoin, je n'ai rien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis c'est un jeton de casino. Et c'est pour ça que c'est un piège, parce que maintenant que c'est monté là-haut, l'ensemble de ceux, évidemment non professionnels, qui en ont acheté, vont attendre que ça remonte et ne seront plus... Et même quand ça remonte, en fait, tu ne sais plus quand c'est pour ça que je t'invite vraiment. Tu ne sais plus quand acheter. C'est pour ça que je t'invite à te pencher sur l'idée que je te dis ça, je ne suis pas un voyant. Je dis juste qu'il ne faut pas se fermer la porte. Le but de Bitcoin, et quand tu discutes avec tous les spécialistes qui sont des techniciens, attends, Stéphane, depuis 2013, Bitcoin sera la monnaie étalon. C'est Bitcoin qui sera. Mais c'est le but. C'est quasiment la seule qui est limitée en volume. C'est-à-dire quand on sera arrivé au bout du volume de ce que tu peux extraire, quelque part tu auras le maximum de matières premières sur lesquelles se baseront toutes les autres valeurs. Et si les gens qui s'intéressent à ça ne prennent pas le temps de regarder la différence entre toutes les crypto-monnaies et quel est le sous-jacent, Ethereum par exemple a un sous-jacent technologique, une espèce de marketplace technologique. Donc là, ça irait dans ton sens de ton exemple d'Air France. Moi, c'est mon choix personnellement. S'ils veulent le savoir, c'est plutôt sur celle-là que je parie, pas sur Bitcoin. C'est le but. La question, c'est de me dire que ce sera la monnaie de référence. Mais c'est pas pour autant qu'elle est logique. Pourquoi l'or a telle valeur, Stéphane? C'est parce qu'on s'est mis d'accord sur la valeur de l'or. Stéphane, mais je comprends rien. Stéphane, tu sais quoi? Mais je t'aime bien, c'est vivant. Grâce à toi, il y a 10 ans. Non mais grâce à toi, il y a 10 ans, j'ai dit sur un plateau qu'on allait digitaliser la gestion de patrimoine. Tout le monde a dit, on comprend rien, c'est pas possible, les gens le feront jamais. Ah non, tu rigoles ou quoi? On t'a accueilli, on a fait 3 minutes pour convaincre. Toi. Donc ça veut dire que je suis pas complètement obtus, tu vois, comme garçon. Réfléchis juste à ce que je t'ai dit. Ne te bloque pas simplement sur Bitcoin, part du principe que le gré à gré, Stéphane, reste la valeur numéro 1. Ça, c'est un truc, ça me permet de dire un truc. Le problème avec les... Alors, j'ai discuté, l'interview d'ailleurs, allez la voir, Pierre Noisa, fondateur de Paymium, l'un des premiers qui a fondé la première plateforme, je crois que c'était 2009, d'échange de Bitcoin en France. On a eu une longue discussion, etc. et tout. Mais en fait, pour pas mal des promoteurs du Bitcoin, si tu penses ce que je pense, c'est-à-dire que c'est un piège, c'est que tu n'as pas compris. Ils n'imaginent pas qu'on puisse parfaitement tout intégrer, tout comprendre, les mecs, aucun problème. Certains d'entre vous étaient même pas nés, vous voyez le sujet. Stéphane, c'est pas et moi. Que juste, on trouve que c'est un piège. Te méprends pas d'abord, parce que tu sais très bien que j'ai beaucoup de tendresse pour toi, donc je me permettrai pas. Non, c'est pas ça. Moi, je te le dis franchement, tu sais très bien à qui tu as affaire. Les hedges, les trucs comme ça, la cupidité, la finance pour la spéculation, ça n'est pas mon modèle intellectuel. Moi, je préfère, peut-être pas Air France, mais je pense qu'il y a plus d'intérêt pour quelqu'un qui veut se poser la question d'investir dans une nouvelle technologie d'intelligence artificielle. Quelle est la valeur qu'on donne aujourd'hui à une technologie nouvelle qui n'a absolument aucun sous-jacent de point d'accroche et de comparaison? C'est simplement la monnaie, c'est-à-dire la valeur qu'on va lui donner en euros, en dollars. La question que se donnent les gens qui parient, entre guillemets, sur l'idée que les mentalités vont changer, pas sur le Bitcoin, c'est pas un pari, se disent que ça deviendra les méthodologies technologiques qu'on va utiliser, et donc c'est ça qui deviendra le sous-jacent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas... Vous ne comprenez pas. C'est prenez l'angle sur la partie technologique. C'est pas de l'argent. Ça n'est pas de l'argent. Monsieur, madame, tout le monde, si vous investissez en Bitcoin, ayez des connaissances technologiques. C'est de la technologie, c'est de la nouvelle technologie. C'est pour ça que monsieur Musk, etc., s'intéresse à ce genre de choses, même si derrière, on peut se poser la question de pourquoi il fait des allers-retours. Et là, on est sur la spéculation. Oui, au-delà de ça, on peut s'interroger même peut-être sur la santé mentale au sens large. Non, mais Stéphane, mais on est au bout. Bon, moi, je ne mettrai pas tout mon argent sur les bitcoins. Voilà ce qu'il faut absolument dire aux gens. Bien compris. Mais n'hésitez pas à fouiller. Il y a vraiment des trucs très très intéressants d'un point de vue techno. Allez écouter Pierre Noisa. Non, puis même sur, comme tu dis, la monnaie, la référence et tout. Franchement, il y a des bugs énormes dans la logique de cette construction. Nous, on a publié des petites vidéos qui ne promeuvent pas on n'a pas le droit de les vendre, mais qu'ils viennent voir sur YouTube d'investissement. Karl explique très très facilement ce que c'est qu'une crypto-monnaie. Et non pas un Merci Stéphane, à bientôt. Merci Stéphane.
On termine, les amis. Bertrand de la Ville-Georges avec nous, PDG des éditions Jocatop. Bonjour Bertrand. Bonjour Stéphane. On est à Morières-les-Avignon. Ouais. Juste à côté d'Avignon, au soleil. Un des immenses avantages du digital, ça. Ah bah, on est n'importe où pour le digital. Et voilà, c'est ça. Là, et on peut être à Morières. à distance. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, donc vous faites des supports pédagogiques pour les enseignants Ouais. et des produits pour les familles. Juste un mot, support pédagogique pour les enseignants, ça veut dire, en business, on dirait c'est du B2B, c'est-à-dire vous passez par l'éducation nationale où c'est l'enseignant lui-même qui regarde ce que vous faites et qui est votre... Non, alors en fait, on est sur l'école primaire. Ouais. Et l'école primaire, c'est l'enseignant qui fait sa pédagogie. D'accord. Il est maître de sa pédagogie. Et c'est l'école qui achète. C'est la commune. Et donc l'école communale, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est la mairie qui propose les budgets et l'enseignant qui va choisir ses produits. Donc ça veut dire que l'enseignant, pour faire sa classe, alors il y en a qui se font leurs produits à eux, et puis il y en a qui vont faire appel à des éditeurs, dont les éditions Jocatop. Et là, le but, c'est de leur proposer des produits qui sont réalisés par des auteurs. Et donc vous, quand vous faites la prospection commerciale, vous allez voir les instituteurs ou les mairies? Ah, on va voir l'enseignant. Ouais, parce que c'est l'enseignant qui a envie du produit. Ouais. C'est l'enseignant qu'il faut convaincre. Donc ça veut dire qu'on va avoir, chez Jocatop, là, on a 45 commerciaux qui sont sur le terrain toute la journée. On visite... Dans toute la France? Ah oui, toute la France. 25 000 écoles. Et c'est ça, je me demandais. 36 000 communes, mais 25 000 écoles. Non, il y a 50 000 écoles. Hein. 50 000 Et nous, on en visite 25 000 par an. Donc c'est un travail de fou. De fou. Et le but, c'est d'aller voir l'enseignant, de lui montrer nos produits. Donc c'est des jeux pédagogiques, c'est des cahiers. On fait beaucoup de cahiers. Cahiers de géométrie, cahiers de calcul, cahiers de graphisme. Voilà. Donc on apporte énormément. Il se trouve qu'on a tous été... Enfin, les plus vieux d'entre nous, on a tous été parents d'élèves. Ils sont très attachés à leur liberté et à leur indépendance pédagogique. Ouais. Ça c'est énorme. En fait, l'éducation nationale, elle donne quoi? Elle donne un cadre en disant, bon, au primaire, il faut apprendre à compter, il faut apprendre à lire, il faut apprendre les bases. Mais après, l'enseignant, c'est lui qui fait tout le job. Et pour ça, il faut l'aider. Donc, il faut lui apporter des produits. Et puis, il faut être sur le terrain. C'est le meilleur moyen, c'est d'y aller. Bertrand, est-ce que tout le monde parle d'une baisse de niveau, particulièrement en primaire? Est-ce que vous le sentez? Ah ouais. Alors, déjà, on le voit comment? Et les contenus doivent s'adapter, alors? Non, le contenu, à la limite, il reste le même. Par contre, il faut être beaucoup plus présent et au sein de la famille aussi. Donc là, moi, c'est ce que je prône. C'est-à-dire que les éditions Jocatop, j'ai repris il y a 2 ans, très présents, très experts. C'est des produits pédagogiques, Et qu'est-ce qui s'est passé avec le confinement? On s'est rendu compte que de plus en plus, la famille pouvait avoir un rôle. Ouais. Donc, bien sûr que l'enseignant garde son métier, mais le parent, il peut avoir un rôle aussi. Et du coup, on s'est proposé sur une nouvelle plateforme et on a lancé Mes Cahiers Numériques. C'est de ça dont je voulais parler, évidemment. Parce que, alors, les parents ont découvert, enfin, ils l'ont pris en pleine figure, on va bien le dire, pour beaucoup d'entre eux. Ouais. Voilà, et tout à coup, ils se sont dit, mais bon Dieu, faire la classe, c'est un métier, c'est pas le mien. Ouais. Et donc ça, c'est un boulevard pour vous, en fait. Alors, finalement, de mettre à la disposition de ces familles des ressources qui sont des ressources professionnelles, pratiquement. Alors, il y a déjà quand même le principe du cahier de vacances. Le cahier de vacances, c'était important. Ouais. Ah, mais c'est majeur. Il y a une rupture, en fait, de juillet à août. Combien d'enseignants, j'ai entendu dire, ils retrouvent leurs gamins qui arrivent après les vacances. Il y a une rupture d'apprentissage, en fait. Donc, le but, c'est de continuer, de faire une passerelle de juin à septembre. Et pour ça, on a mescahierdesvacances.com. Donc, ce sont des sessions. On va avoir 30 sessions pendant les vacances. Mais digitalisées maintenant. Ah ouais, pur digital. Et ça, je pense que ça change. Enfin, ça change tout dans l'intérêt. C'est pas une question d'écran, pas d'écran, etc. Mais c'est une question qu'on peut apporter beaucoup plus de ressources qu'un cahier de vacances qui, franchement, était un peu, ouais, un peu rasoir. Oui, ou artificiel, c'est même en fait. plus que ça. Moi, j'ai vu des gamins qui se réveillent le matin en disant, maman, est-ce que je peux aller faire mon Jocatop? Ouais, exactement. Formidable. Et c'est dingue. Et si on fait ça, on a gagné. C'est-à-dire que le gamin qui... Alors pourquoi on arrive à ça? D'abord parce que c'est numérique. Donc la tablette, c'est un ami pour l'enfant. Tout à fait. Voilà. Les parents, on fait les devoirs, on se fait un peu engueuler. Alors que là, il est dans un environnement qui lui plaît. Il est récompensé. C'est-à-dire à chaque exercice, même s'il n'y arrive pas, il est quand même récompensé. Donc il y a des stickers, il va coller ses stickers sur sa valise. Voilà, il est dans un environnement très porteur. Et puis surtout, par rapport au cahier de vacances papier, on a des aides. C'est-à-dire que le gamin, il fait son exercice,
il se plante, on lui propose une aide. Ouais. Bon, les fractions, comment tu fais, c'est illustré. Bon. Il refait son exercice, il n'y arrive pas une deuxième fois. On propose une deuxième aide. Surtout, c'est enfin, évidemment, j'imagine, validé par des experts en sciences de l'éducation. Enfin, tout ça, encore une fois, j'insiste, c'est des ressources professionnelles auxquelles on a accès maintenant. Quoi. Et ça, c'est ça qui est très intéressant. Quand même. Ouais. En fait, ces outils sont faits par des auteurs qui sont des enseignants. Ouais. Notamment, il y a un blog qui s'appelle Bout de Gomme, qui sont les auteurs avec qui on a fait cette application. Il y a 2 petits robots en plus, très illustrés, qui accompagnent l'enfant. L'enfant, il l'utilise déjà à l'école avec des cahiers de toute notre collection Jocatop. Et là, il va retrouver sur son cahier de vacances ou son cahier de soutien, toute l'année, ces petits robots qui vont l'accompagner. Donc ça, c'est le gamin, il est dans un environnement qui porte. Et les parents, qu'est-ce qui se passe? En fait, les parents, ils achètent des cahiers de vacances un peu pour se déculpabiliser, en fait. Oui, je vous confirme. Alors que là, ils vont être accompagnés avec l'application. Dès que l'enfant aura réussi, il a un bilan. Donc les parents, avec le nomadisme en plus, le gamin il va de chez ses parents au mois de juillet, il va chez ses grands-parents au mois d'août. Mais attends, parce que Bertrand, tu nous vends tout le truc là, mais le temps tourne très vite. Moi, c'est le business qui m'intéresse. C'est-à-dire, en cette sortie de confinement, est-ce que tu sens il y a une bascule? Oui, et que, totale. En gros, voilà, c'est ça. Alors, cette bascule, elle est arrivée comment? C'est qu'au mois de mars l'année dernière, tout s'arrête. Les écoles ferment. Oui, bien sûr. Donc, chez Jocatop, on se met autour de la table et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les ressources pédagogiques qui étaient prêtes pour les enseignants, on les ouvre à la maison. Et là, il y a eu un passage qui s'est fait entre l'école et la maison. Et ce passage, chez Jocatop, c'est notre métier, là. C'est l'expertise pédagogique qu'on avait chez les enseignants. C'est tout ton plan stratégique, en fait. Voilà. Oui. C'est qu'on aille aussi chez les parents. Ouais. Il y a 4 250 000 élèves. Si ces gamins, ils sortent avec une envie d'apprendre et qu'ils sortent des vacances et puis qu'ils sont accompagnés toute l'année avec l'envie, c'est l'envie, en fait, qui fait marcher la motivation. Ouais. On a gagné. Ouais. On a gagné et on peut justement combattre, puisque ça a été ta réponse quand je dis est-ce que le niveau baisse, etc. et tout de suite tu es parti sur les familles. Ouais. C'est-à-dire que si, grâce à tes outils, grâce au digital, on trouve le moyen à nouveau de se réassocier à l'enseignement de nos enfants, là on peut avoir un levier pour l'ensemble du pays, parce que c'est ça le sujet derrière. On a perdu 74 jours d'école avec le confinement. Donc, tu vois, les décrocheurs, il y a plein de gamins qui ont décroché. Ouais. Il faut les remettre dans le truc. Teams, c'est une étude qui est faite en Europe qui montre que 15% des élèves français ont des lacunes au CM1 en mathématiques. Moyenne en Europe, 6%. Donc déjà, en Europe, il y a un sujet. En France, encore plus. Donc ça, c'est notre métier. Jocatop, ça fait 25 ans qu'on le fait. Je veux dire, il faut que... Je le sens. Mobilisé pour ça. Le numérique, ça fait 30 ans que je suis dans le numérique, donc on y est. Et bon, mais on n'a plus le temps. L'idée, c'est d'amener tout le monde. Parce que tu parlais des décrocheurs. Les décrocheurs, en fait, ils vont pas plus s'accrocher au numérique qu'ils s'accrochaient à l'école. Si, parce que, comme je disais tout à l'heure, la tablette, c'est un copain. Ouais, c'est un copain. Ils sont à l'aise avec le truc. Moi, j'en ai vu qui manipulent, mais direct. Et avec le fait d'être encouragés, et puis ces parents qui peuvent être derrière, je t'ai pas dit. Souvent, ils sont pas là, mais on est au bout. Mais ce qu'on a rajouté quand même, une aide pour les parents. C'est-à-dire qu'à la fin, le gamin, il a son bilan. S'il y a des exercices qui n'ont pas été réussis, il les refait avec ses parents. Et les parents, ils ont quoi? Ils ont l'aide. En disant, attendez, au CM2, les fractions, c'est comme ça qu'on les apprend. Voilà, donc on n'aura plus d'excuses. Non, mais on va avoir des gamins qui vont être bons. Jocatop. Bertrand de la Villegeorges. Mescahiernumériques.com. Et mescahiernumériques.com. Et alors, voilà. C'était Bismart, les amis. On se retrouve lundi. Merci Stéphane.